Bonjour, dans cette vidéo je m'intéresse à un miroir parabolique. Alors je vais montrer qu'il y a un stigmatisme rigoureux entre le foyer de la parabole et un point situé à l'infini sur l'axe de la parabole. Donc en mots simples, ça veut dire que si je prends un objet très loin, enfin à l'infini, ou disons très loin, si je pointe l'axe de la parabole sur cet objet, et bien tous les rayons qui proviennent de cet objet vont converger au foyer de la parabole. Je vous montre le sujet. Donc vous avez ici un schéma qui est bien documenté. Vous avez plein d'indications. Indication 1, indication 2, 3, 4. Et on vous pose les questions, c'est très détaillé. Donc finalement cette partie, quand on regarde les expressions, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en réalité, si on suit question après question, à chaque fois c'est des petites marches. La difficulté n'est pas très grande pour passer d'une étape à l'autre et on arrive à montrer les résultats. Alors avant de démarrer la résolution, je vais vous montrer une façon de construire un miroir parabolique avec très peu de matériel. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment on peut construire un miroir parabolique très simplement avec très peu de matériel. Donc, le matériel, en fait, vous l'avez sous les yeux, hein, de quoi tracer des traits droits et quelques stylos. Donc j'ai pris différentes couleurs, donc vous n'êtes même pas obligé de prendre différentes couleurs. Donc vous prenez une feuille de papier et je vais prendre un point que je vais placer à peu près ici sur la feuille. Donc ce point, on va voir dans un instant, je vais l'appeler le foyer. Enfin, ça va devenir le foyer de mon miroir parabolique. Je vais commencer par tracer un trait parallèle à un des bords. Alors pourquoi je prends un des bords? C'est parce que tous les traits que je vais tracer, ils doivent être tous parallèles entre eux. Donc faut que j'ai un repère. Et donc je décide de prendre un bord. Donc je vais commencer. Enfin, je vais tracer ce trait. Bon, il est quasiment parallèle au bord. Quasiment. Je vais commencer à le tracer. Voilà. Donc là j'ai fait un trait parallèle au bord droit. Et ce que je vais faire, c'est que ce point-là, qui est ici, que je vous montre, au bout du stylo, je vais le ramener ici. Et je vais devoir du coup plier la feuille. Alors, je repère bien ce point-là. Ça va. Par transparence, j'arrive à voir. Et je fais comme ceci. Donc je repère et je plie la feuille. Donc le trait, alors, je pense que vous ne le voyez pas, mais ici vous avez, par transparence, je vois la continuité de ce trait. Je déplie la feuille. Et ce que je vais faire, c'est... je vais noter l'endroit de la pliure, mais juste ici. Hein, je vais pas faire... bon, quoique, je pourrais le faire en... Je vais noter toute la pliure. Voilà, j'ai plié à ce niveau-là. Et ce que je vais faire maintenant, c'est... je vais mettre un peu de rouge. C'est-à-dire que ça va finaliser ce tracé-là. Pour l'instant, je suis au crayon de papier, donc je peux effacer. Et je mets une petite flèche sur le trait que j'ai fait. Évidemment, je mets une flèche parce que, en fait, c'est un rayon lumineux. Et je vais continuer comme ceci. Donc finalement, ce rayon-là, c'est comme s'il se réfléchissait. En fait, on pourrait montrer que ça correspond exactement à une réflexion au niveau des angles. Et ça arrive en ce point-là. Alors, ça va être. Alors pourquoi ça marche? Parce que par construction, la loi de la réflexion, elle est vérifiée. Alors je ne vais pas le faire à chaque fois,
parce que ça va être un petit peu long. Je vais juste vous montrer sur ce cas-là, l'angle qui est ici et l'angle qui est ici, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Et je vais recommencer, donc je prends un autre trait parallèle. Donc, je vais le faire ici. Et de la même façon, je vais plier la feuille, mais cette fois-ci, c'est le point qui est ici que je vais mettre au foyer et je vais plier la feuille. En fait, je refais exactement la même chose. Et je finalise le tracé. Donc cette fois-ci, que je dise pas de bêtises, que je ne fasse pas de bêtises, je m'arrête ici. Et la loi de la réflexion est encore vérifiée. Et je vais recommencer comme ça plein de fois. Et vous allez voir que en fait ma parabole va apparaître. Et du coup j'aurai tracé un miroir parabolique. Alors ici j'ai fait le trait complet, oui c'est pas, en soi c'est pas gênant. Donc je m'interromps 2 secondes, j'interromps la vidéo puisque je vais maintenant faire le tracé, je vais le répéter un grand nombre de fois, mais je pense que vous avez compris la méthode de construction et je vais vous montrer dans un instant le résultat. Voilà, donc j'ai tracé pas mal de rayons. Et ce que vous remarquez, c'est que si je prends la partie supérieure de chacun des traits bleus, et ben en fait ça forme une parabole. Alors si évidemment là ça forme pas encore tout à fait une parabole parce que ça c'est des bouts de segments, mais évidemment si je rajoute des rayons, je vais pouvoir avoir une courbe qui sera mieux définie et on pourrait vérifier que c'est effectivement une parabole. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout rayon qui arrive parallèle, tous ces rayons-là, ils convergent tous en ce point, et ce point, du coup, je l'appelle le foyer de mon miroir parabolique. Donc voilà comment on peut construire avec peu de matériel un miroir parabolique et qui respecte bien la loi de la réflexion à chaque point où le rayon se réfléchit. Alors vous avez une propriété que vous verrez plus en détail l'an prochain, c'est si je prends un trait qui est perpendiculaire au rayon. Alors on appelle ça un front d'onde. C'est un peu comme imaginez, ça c'est un régiment qui avance et ça fait des belles rangées. Ça fait des belles rangées, vous avez une rangée qui avance suivant la direction de la flèche, et vous avez une autre rangée un peu. Enfin, vous voyez comment ça avance, à quoi ça ressemble un régiment. Et bien ce qu'on peut montrer, c'est que la distance de chacun de ces points au foyer, en suivant la réflexion, hein, suivant le chemin, là j'avance tout droit, puis j'ai une réflexion et je vais au foyer, et ben c'est toujours la même. Pourquoi? Parce que la distance qui est là, si je prends ce rayon-là, la distance de là jusqu'à là, ben c'est la même que de là jusqu'à là. Par construction, hein, quand je plie la feuille, en fait, je fais ce point-là et le symétrique de ce point-là par ce trait-là, par construction, quand je plie la feuille. Donc la distance du point de réflexion au bas de la feuille, c'est la même que la distance de ce point-là au foyer. Donc et ça c'est une propriété que vous verrez l'an prochain. Le front d'onde en fait, qui au départ est un joli plan, se réduit à un point. Alors je vais maintenant m'intéresser, je vais faire la résolution. Alors c'est parti, donc partie B. Oui, c'est bien ça, partie B. Et j'ai noté les indications, les unes après les autres.
quand j'en aurai besoin. Donc là, c'est pour le miroir parabolique. Première question. Alors, je vais vous montrer l'énoncé. Je vais devoir faire des allers-retours assez fréquents entre l'énoncé et, et le sujet, entre l'énoncé et le corrigé, parce qu'il y a plein d'indications. Question 1, on vous demande l'expression de f' de x, sachant que f' de x, c'est marqué ici. Voilà, c'est x carré. Donc autant dire c'est très simple. Je vais tout de suite regarder la question 2, parce que là, ça va être très rapide. Question 2, on demande alors l'expression des vecteurs n et t. Donc du coup, on va chercher la bonne indication. Ben, elles sont là. Je vais faire un petit copier-coller. Je vais répondre à la question 1. Alors, on a f' de x qui est simplement égal à 2x. Car f de x égale x carré. Bon, là, il n'y a pas besoin de rédiger, hein, spécialement, c'est extrêmement simple. Voilà, je passe à la question 2. Donc d'après l'énoncé, on a les expressions de t et de n qui sont données ici. Et évidemment, on vous demande de remplacer f' de x. Donc là, ça va donner quoi? Pour t, ça va donner 1 sur racine de 1 plus 4x carré, 1 suivant e de x, et 2x suivant e de y. Ça c'est pour t. Et pour le vecteur normal, c'est tangent, vecteur tangent et vecteur normal. Donc ça c'était dans l'énoncé. 1 sur racine, c'est la même chose. 1 plus 4x carré, moins 2x, et 1, suivant e de x et e de y respectivement. On encadre le résultat. Donc ça va très très vite. Et comme j'avais annoncé dès le début, cette partie est très très guidée. Alors, passons à la question 3. On demande les coordonnées du vecteur u dans le repère OXY. On suppose que le vecteur u est de norme 1. Ensuite, donner les coordonnées du vecteur u dans le repère INT. On note ses coordonnées UN et UT. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas une indication. Voilà, c'est l'indication numéro 3. Et je vais la recopier entièrement, l'indication numéro 3. Donc pour la question 3, on a besoin donc de l'indication numéro 3. Ah non, je crois pas, c'est pour la question 4. L'indication numéro... enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans la foulée la question 3 et la question 4. Ça va être plus simple. Donc on a besoin de l'indication 3 pour la question 4. L'indication 3 pour la question 4. Et on l'a sous la main. Alors on vous demande les coordonnées du vecteur u. Et on va simplement regarder le schéma. Donc je reviens à l'énoncé. Donc si on regarde le schéma, le vecteur u, vous l'avez, il est vers le bas, vertical, disons suivant l'axe y, et il est dans le sens opposé de l'axe y. Donc du coup c'est très facile
à écrire. Les coordonnées du vecteur u, c'est simplement 0 suivant e de x, moins 1 suivant e de y, tout simplement. Voilà. Et on vous demande ce même vecteur dans la base nt. Donc je vous remonte le schéma. Donc la base nt, il faut regarder dans cette zone-là, ici. Le vecteur normal, il est perpendiculaire à la surface du miroir, et le vecteur tangent, il est parallèle à la surface. Donc j'aimerais bien en fait avoir les coordonnées de ce vecteur u dans ce nouveau repère. Et là, l'indication qu'on vous donne, c'est il faut faire un produit scalaire pour avoir les coordonnées. Donc on va simplement le calculer. Donc on calcule les coordonnées du vecteur u dans le repère int. Pour cela, on calcule les produits vectoriels, les produits scalaires, pardon, les produits scalaires. U scalaire n et U scalaire t. Donc là, je suis en train d'utiliser l'indication. Donc U scalaire n, ça donne quoi? Et bon, on va simplement écrire les coordonnées. Donc c'est 0 et moins 1, suivant e de x, et suivant e de y. Scalaire. Le vecteur n, alors le vecteur n, il est juste au-dessus. Donc c'est moins 2x et 1. Donc c'est 1 sur racine de 1 plus 4x carré. Et les coordonnées, c'est moins 2x et 1. Suivant e de x, suivant e de y. C'est bien ça. Oui, je ne me suis pas trompé. Donc je fais mon calcul. Alors le scalaire 1 sur racine, celui-là je peux le mettre devant, hein, c'est un scalaire. Ce terme-là. Donc il se retrouve devant 1 sur un plus 4x carré. Et je me retrouve donc avec des vecteurs. Donc ça c'est suivant e de x, e de y. Et là on a moins 2x et 1. Toujours suivant e de x et e de y. Hein. Ça il faut le préciser. Et dans ce cas-là, en fait le produit scalaire c'est le produit des coordonnées. Enfin, je fais la somme du produit des coordonnées. Donc je m'explique, je fais 0 fois moins 2x plus moins 1 fois 1. Et ça va donner quoi donc? Je recopie ce terme-là qui est en facteur. Et donc je détaille. Plus moins 1 fois 1. Et du coup, ça fait moins 1 sur racine de 1 plus 4x carré. Donc ça c'est le premier produit scalaire. On passe au deuxième. Donc u scalaire t. Donc le vecteur u, lui, il n'a pas changé. Scalaire 1 sur 1 plus 4x carré. Et sauf erreur, c'est 1 et 2x. Je vais vérifier dans un instant. Le vecteur tangent, c'est 1 et 2x. Ouais, c'est bien ça. Donc, de la même façon,
il y a le scalaire 1 plus 1 sur racine de 4x carré qui se retrouve devant, et je fais le produit scalaire du vecteur u avec le vecteur 1 suivant e de x et 2x suivant e de y. Et ça me donne u scalaire t qui est égal toujours le scalaire que je recopie. Et là je fais 0 fois 1 plus moins 1 fois 2x. Et donc ça me fait moins 2x sur racine de 1 plus 4x carré. Il me semble que le résultat il est donné dans l'énoncé. Donc je vais écrire la conclusion. Donc le vecteur u s'écrit dans la base int u égale 1 sur 1 plus 4x carré. Donc celui-là, je le mets en facteur, puisque ce terme apparaît à la fois dans les coordonnées suivant n et suivant t. Donc j'ai moins 1 suivant n et 2x, moins 2x suivant le vecteur t. On encadre le résultat. Je vais vérifier, je crois que le résultat a été donné dans l'énoncé. Je vérifie juste quelque chose. Oui. Donc, je vérifie que le résultat... Je vérifie si... Non, il n'était pas donné. Donné dans notre coordonnées UN et UT avec des notations évidentes. Ensuite, on va s'aider du schéma. Donc, en fait, on va la faire directement. Là, la question, on rédigera 2-3 choses sur le corrigé. Mais disons que ça va être assez évident. En vous aidant du schéma ci-dessous, donnez l'expression des coordonnées du vecteur V sur le repère INT. On note ces coordonnées VN et VT. Alors si vous regardez le vecteur U et le vecteur V, ce que vous remarquez, c'est qu'ils ont la même coordonnée suivant le vecteur T. Et la coordonnée, elle change de signe suivant le vecteur N. Tout simplement. On va juste rédiger ça. Voilà, donc je rédige. On constate sur la figure que V de n c'est égal à U de n. Attendez, ah non, c'est l'inverse. Donc c'est U de n, je l'inverse. Et je constate que suivant le vecteur tangent, par contre, il n'y a pas de changement de signe. Donc, j'en déduis que le vecteur V a comme coordonnée 1 sur racine de 1 plus 4x carré. Suivant, ici je vais mettre suivant n et suivant t. Donc suivant n, on avait dit qu'on inversait, donc ça fait plus 1. Je me souviens plus, oui c'était plus 1. Le moins 1 devient plus 1, et ici c'est moins 2x. Donc c'est bien ça. On encadre le résultat, donc ça va vraiment très vite. Et on ne vous demande pas grand chose finalement à chaque question. Passons à la question 6. On déduit les coordonnées du vecteur V dans le repère OXY. Vous devez trouver le résultat ci-dessous. Donc là on vous donne en fait on vous donne une indication que je vais recopier. Le vecteur V, l'indication elle est là. Le vecteur V, on vous dit que c'est la coordonnée Vn suivant n, mais on connaît les coordonnées de n dans le repère x, ex, ey. Idem pour plus v de t fois le vecteur t qu'on connaît aussi dans le repère oxy. Donc il y a juste à écrire ça. Question 6. Donc on a le vecteur v, donc c'est la coordonnée vn
suivant n, plus la coordonnée vt suivant t. On a, je rappelle les coordonnées de n et de t. En fait, je l'écris directement. Du coup, le vecteur v, c'est quoi? Eh bien, c'est la coordonnée v de n. Alors, v de n, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus 4x carré. Donc ça, c'est v de n. On va le retrouver ici. Fois le vecteur n. Le vecteur n, c'est quoi? C'est 1 sur racine de 1 plus 4x carré. Et de mémoire, les coordonnées du vecteur n, c'était... je vais aller les récupérer. C'est moins 2x suivant e de x et 1 suivant e de y, plus les coordonnées v de t. Alors cette coordonnée, on l'a juste au-dessus, c'est moins 2x sur, c'est ici, je prends le moins 2x, j'oublie pas le scalaire qui est devant. Donc la coordonnée suivant x, elle est là, enfin suivant t, pardon, elle est là. Et je recopie maintenant les coordonnées du vecteur n, du vecteur t, pardon, décidément, 1 plus 4x carré, et sauf erreur, c'était 1 et 2x, suivant e de x, suivant e de y. Donc là, évidemment, il faut rassembler tous ces termes-là pour simplifier l'expression. Et là, on va pouvoir vérifier notre résultat, parce qu'il est donné dans l'énoncé, certainement pour rassurer le candidat, ou pas. Ça dépend si vous avez réussi à faire la question. Donc ce que je remarque tout de suite, c'est que je peux mettre en facteur 1 sur 1 plus 4x carré, puisqu'il apparaît sur chacun des termes. Si je regarde, il apparaît ici, et il apparaît ici. Donc je le retrouve en facteur. Ensuite j'ai les coordonnées, j'ai quoi? J'ai un moins 2x. Alors attention, il y a le moins 2x, donc il y a moins 4x. Donc si je fais le bilan, j'ai le moins 2x qui est là, qui vient d'ici. Il y a ce moins 2x là. Et le moins 2x qui est là, fois 1. C'est un scalaire que je peux distribuer. Le scalaire qui est là, je peux le distribuer sur chacune des coordonnées. Et donc, je retrouve moins 2x, et moins 2x plus moins 2x, ça fait moins 4x. Suivant l'autre coordonnée, là j'ai 1, sauf erreur. Et ici, le moins 2x, je le multiplie aussi par 2x, donc ça fait 1 moins 4x carré. Et on va vérifier le résultat. Moins 4x, très bien. C'est très bien, je trouve exactement le bon résultat, et ça c'est suivant e de x, et ça c'est suivant e de y. Donc je répète, le moins 2x, on multiplie chacune des coordonnées par moins 2x. Ici. C'est un scalaire qui est en facteur. J'encadre le résultat, donc qui est le bon, donc je suis rassuré. Et je passe à la question 7. Alors, on vous demande quoi, la question 7? Donc, soit M, un point sur le rayon réfléchi. On note ses coordonnées xm, ym dans le repère. Donner les coordonnées du vecteur im en fonction de xm, ym. Bon, là, c'est vraiment très simple. Je fais la question, je lis tout de suite la question 8. Du coup, je vais faire les questions 7 et 8 dans la foulée. En écrivant que les vecteurs im et v sont parallèles, en déduire une relation du type où il faudra donner l'expression de a, b et c. Alors là, il faut que j'utilise une indication.
Donc évidemment, ce sujet-là, avant de le démarrer, vous aviez intérêt à bien lire l'énoncé avant. Parce que si vous ratez une indication, vous pouvez vous mettre en difficulté alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. Alors je vais faire les questions 7 et 8 dans la foulée. Et on aura besoin de l'indication non, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, de l'indication numéro 4. Alors on va commencer par les coordonnées du vecteur IM. Donc le IM c'est OM moins OI. Alors si vous n'êtes pas convaincu, j'aurais pu rajouter l'étape de calcul suivante, c'est IO plus OM. Et le vecteur IO c'est moins OI. Donc on peut écrire ça. Donc je me rends compte que pour avoir les coordonnées, il faut juste que je fasse la différence des coordonnées du vecteur M moins les coordonnées du vecteur I. Donc c'est x de I, mais x de I c'est I. Et ym moins y de I qui vaut x carré. Donc là je me base sur l'énoncé. Je vous le remontre. Question 7, on vous dit que voilà, xi c'est x. Je suis à ce niveau-là. On vous dit que xi c'est x et yi c'est x carré. Donc revenons à la correction. Donc on vous demandait juste ça à la question 7. Et à la question 8, on vous demande d'écrire que le vecteur IM et V sont parallèles. Donc écrivons cela. Comme IM et V sont parallèles. Alors pourquoi ils sont parallèles? C'est parce que M est un point qui appartient à un rayon qui s'est réfléchi au point I. Donc il est suivant le vecteur V. Donc par construction, hein, je peux vous remontrer le schéma si vous n'êtes pas convaincu. Le schéma de départ. Donc le point M, il est quelque part sur le rayon qui s'est réfléchi. Et donc forcément IM et V, ils sont parallèles. Donc sont parallèles. Et là, je vais utiliser l'indication. Donc je prends, alors XA, ça va être la coordonnée, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, XA, ben pour moi XA, ça va être tout ça. Et YA, ça va être tout ça. Et YB, ça va être, je mets en rouge, YB, ça va être VY, et XB, ça va être VX. Et les coordonnées du vecteur V, ça tombe bien, elles sont juste là. Donc. Et là, je prends des notations évidentes. Hein. VY, c'est la coordonnée de Y, la coordonnée selon Y du vecteur V. Donc, si je reprends tout ça, alors ça fait XA, donc ça fait XM moins X, fois la coordonnée Y du vecteur V, qui est au-dessus. Donc c'est 1 moins 4x carré sur 1 plus 4x carré. Moins YA, donc c'est YM moins x carré. Facteur de, je prends l'autre coordonnée, donc c'est moins 4x sur 1 plus 4x carré, et tout ça, ça fait 0. Donc j'ai tout de suite une simplification,
puisque si je multiplie par... j'ai le droit de multiplier une équation par 1 plus 4x carré. Et quand je fais ça, ben, je vais me rendre compte que le 1 plus 4x carré au dénominateur là et là, ils vont se simplifier. Et donc je vais me retrouver avec l'équation suivante. Xm moins x fois 1 moins 4x carré moins ym moins x carré fois moins 4x. On vous demande de mettre cette équation sous la forme suivante. Quelque chose qui est noté A, grand A dans l'énoncé, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son expression complète. Quelque chose fois ym, c'est égal à quelque chose. Donc je vais le faire en une étape. Je vais regarder tous les termes qui pourraient provenir qui ont xm en facteur. Ben, il n'y en a pas tant que ça, en fait, il n'y a que 1 moins 4x carré. Si je distribue, vous voyez le 1 moins 4x carré là, si je distribue le 1 moins 4x carré, donc tout ça, dans la parenthèse, et ben j'aurai un terme en xm fois 1 moins 4x carré qui apparaît, et c'est tout. C'est le seul terme qui va être en facteur de xm. Je fais le même raisonnement pour ym. Donc si je distribue cette fois-ci ce terme-là dans la parenthèse, le seul terme qui sera en facteur de ym, c'est 4x. Alors je vérifie que c'est bien 4x, ouais c'est ça. Donc ici on aura 4x. Et tous les autres termes, eh ben ce sera, vont constituer le terme constant, enfin le terme constant, le terme où il n'y a pas xm ni ym. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir x fois 1 moins 4x carré. Vous remarquez que j'ai changé le signe, puisque je l'ai passé de l'autre côté. Et j'aurai aussi le terme plus 4x au cube, sauf erreur. Sauf erreur. Et ça va bien simplifier parce que si vous regardez bien, vous avez donc 1 moins 4x carré fois xm plus 4x, donc 4x fois ym. Si vous regardez, le 4x cube s'en va. Hein, quand je distribue le x qui est là dans la parenthèse, j'ai un moins 4x cube, il y a un 4x cube qui est déjà là. Et ça, quand je les additionne, ça fait 0, donc il me reste que x de ce côté-ci. Et donc normalement, j'ai répondu à la question 8, et donc je passe à la question 9, donc je suis quasiment au bout. Et en espérant que j'ai pas fait d'erreur de calcul. Alors, la question 9, en déduit à l'équation de la droite IM, vous devez avoir une expression du type YM égale 1 quart plus quelque chose fois XM. Donc, en fait, il suffit de remanier l'équation qui est là. Donc, je vais isoler YM. Donc, je vais commencer par... en fait, je vais diviser par 1 sur 4x. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour me débarrasser du 4x en facteur de ym. Donc ça va donner quoi? Ça fait 1 moins 4x carré sur 4x fois xm plus ym, et ça fait 1 quart. Et je me retrouve avec ym égale 1 quart moins 1 moins 4x carré sur 4x fois xm. Donc ça c'est le D de l'énoncé, c'est le terme qui est là, qui est appelé D dans l'énoncé. Sachant que
Je m'en fiche qu'il s'appelle D, hein. Moi ce qui est important c'est évidemment son expression. Je fais juste remarquer que dans l'énoncé, il avait ce nom-là. Et enfin, je suis à la question 10. Ouais, j'ai un petit peu de place encore pour la faire. Question 10. On vous demande, alors je vous lis la question, en déduire que le rayon passe forcément par le point F' de coordonnées 0, 1 quart. Et conclure sur le stigmatisme, enfin te répondre à la question initiale, hein. C'est-à-dire qu'on a stigmatisme rigoureux entre le foyer et un point à l'infini sur l'axe. Alors on vérifie que le point F de coordonnées coordonnées 0, 1 quart passe, enfin vérifie étoile, et l'équation étoile est là. Donc ça veut dire quoi? C'est que le point il est bien sur la droite. Tout ça, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est totalement évident, puisque quand xm vaut 0, ym vaut bien 1 quart. Donc on constate que c'est le cas. Ouais, c'est quasiment... Ça veut dire que tout rayon, donc si je reprends le schéma initial, ça veut dire que tout rayon parallèle à l'axe Y, qui est ici vertical, il se réfléchit sur le miroir, il va forcément passer par le foyer du miroir, par le point F'. Ça veut dire que c'est ça le stigmatisme. C'est qu'il passe exactement en ce point-là. Et c'est ce qu'il fallait montrer. Donc cela démontre que tout rayon issu d'un point situé à l'infini sur l'axe du miroir, situé à l'infini sur l'axe du miroir, passe par F' après réflexion. Passe par F' après réflexion. Par définition, c'est la définition du stigmatisme. Alors, je vais peut-être rajouter une petite phrase. On a donc stigmatisme. On a donc démontré le stigmatisme rigoureux entre ces deux points. Entre ces deux points. Alors je vais finir donc là j'ai fini la correction de l'exercice. Je vais faire des petits commentaires sur l'usage de ces miroirs paraboliques. Donc et je vous montrerai aussi ça peut être utilisé dans une sorte de dispositif qui donne une impression 3D. C'est-à-dire qu'on prend un objet et on arrive à faire une image, et quand on regarde l'image, on a vraiment l'impression que c'est comme un hologramme. Donc je vais vous parler un peu de ça pour finir là-dessus, sur cet exercice. Donc là, je vais juste faire quelques remarques. Donc l'utilisation des miroirs paraboliques. Alors c'est utilisé en télécommunication. Donc ça vous envoyez de temps en temps. C'est les paraboles qu'on installe pour capter les signaux que nous envoient des satellites qui sont très éloignés. Donc la forme des antennes paraboliques, c'est juste, d'où leur nom, c'est justement des paraboles. Donc les antennes paraboliques
Donc vous avez une parabole, donc le satellite il est quelque part... allez, donc ça c'est un satellite, allez, je mets des panneaux solaires. Vous, sur Terre, vous avez votre... donc ça c'est une parabole. Il faut que l'axe de la parabole soit exactement. Donc ça c'est l'axe de la parabole. Ça c'est votre parabole. Enfin. Et vous allez mettre le détecteur au foyer de la parabole. Donc ça veut dire que il faut quand même bien positionner la parabole. Hein, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas bouger. Si vous bougez un peu la parabole, vous pouvez perdre le signal que vous envoie le satellite. Et en général, votre parabole, elle n'a pas cette forme-là, une forme aussi incurvée. On va juste prendre un petit bout de la parabole. C'est-à-dire que quand vous achetez une parabole, vous achetez ça en fait. On va juste... Bon, c'est pas très bien représenté. Et en vrai, donc ça va ressembler à ça. Hein. Vous avez le capteur qui est là. Et vous avez la parabole qui est comme ça. Donc ça c'est en... Vous en avez déjà vu hein, des paraboles. Et là vous avez la fixation hein, quelque part. Vous avez une fixation pour fixer ça au mur. Donc ça, c'est un bout de parabole. Hein, donc c'est pour les antennes paraboliques. Une deuxième application, c'est dans le même genre d'idée, c'est les fours solaires. Alors, donc un four solaire. Donc là, la forme n'a pas besoin d'être exactement parabolique. N'a pas besoin d'être une parabole parfaite. Il s'agit juste de concentrer les rayons du soleil sur un objet, donc par exemple une casserole. Vous allez faire cuire des aliments. Et donc votre casserole, elle est quand même assez grande, donc c'est pas la peine que les rayons convergent absolument en un point. Il faut que ça converge à peu près au niveau de la casserole et ça suffit largement. Donc c'est assez rudimentaire comme truc, mais c'est très efficace quand il y a un petit peu de soleil. Vous pouvez avoir l'équivalent de 1000, 2000 watts. Donc il y a de quoi faire cuire des aliments sans problème. Et là pour le coup c'est gratuit. C'est vraiment très bien. Mais il faut qu'il y ait un petit peu de soleil. Évidemment, s'il n'y en a pas, ça ne marche pas. Troisième application, c'est les télescopes. Dans ce cas, le miroir doit être très bien préparé. Dans ce cas, le miroir doit être très bien défini. Très bien défini. En particulier, donc déjà par sa forme et aussi par son état de surface. Donc par sa forme, il faut que ce soit vraiment une parabole. Ça veut dire qu'il ne faut pas que... c'est pas de l'à peu près. Et par le polissage de sa surface. Il faut, quand vous avez un miroir qui est destiné à un télescope, le miroir doit être
très bien poli. Il doit y avoir quasiment aucune rugosité, hein. Chaque fois qu'il y a un petit défaut dans la surface, ça va se ressentir sur la qualité de l'image. Donc évidemment, votre télescope, donc on prend le miroir qui va être là. Alors, dans un télescope, évidemment, le miroir qu'on va fixer sur un télescope, il ne va pas être très incurvé. On va juste prendre la partie, un petit bout de la parabole. Ce qui fait que quand vous avez un miroir de télescope, il va plutôt ressembler à ça. On voit à peine l'incurvation de la parabole, mais c'est bien une parabole. Donc ça, c'est votre miroir. Évidemment, vous pouvez viser des objets à l'infini sur l'axe du miroir. Donc ça, c'est l'axe du miroir. Et si vous avez une étoile, une galaxie, ou je ne sais quoi, allez, je dessine une galaxie. Ouais, donc ça c'est une galaxie. Donc la galaxie qui est très éloignée, donc on peut considérer que c'est un objet à l'infini. Il est très petit. Hein, quand vous regardez le ciel la nuit, hein, que vous regardez, essayez d'apercevoir les objets dans le ciel, ils sont pas très gros. Donc c'est un objet qui est extrêmement petit, donc c'est quasiment un point. Et donc tous les rayons qui proviennent de cet objet sont quasiment parallèles à l'axe du miroir, et l'image va se former au foyer du miroir qui, allez, je vais le mettre ici. Et évidemment, les rayons qui sont un petit peu inclinés par rapport à l'axe optique, ils vont converger un petit peu à côté de l'axe optique, mais tant qu'ils ne sont pas trop inclinés, qu'on est dans les conditions de Gauss, en fait, ça va continuer à former une image de très bonne qualité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les utilise en télescopie, hein, pour l'observation des astres. Et l'avantage du miroir, c'est qu'il n'y a pas d'aberration chromatique. Je vérifie juste quelque chose. Oui. Autre point, l'image se forme au niveau du foyer. Évidemment, vous n'allez pas vous amuser à mettre votre œil ici. Hein, ce que vous allez faire, c'est soit vous mettez un capteur directement au foyer et vous récupérez l'image sur un ordinateur, soit vous mettez un oculaire, donc il faut un système de miroir pour qu'on puisse regarder sur le côté, hein, qu'on ne soit pas embêté, pas se retrouver en plein milieu du télescope, hein, ça poserait quelques petits problèmes évidents. On utilise un oculaire pour renvoyer l'image à l'infini, pour que vous puissiez la voir sans accommoder. Le quatrième point, donc ça c'est plus du divertissement, vous avez des systèmes où vous prenez un miroir parabolique comme ceci. Et vous prenez un deuxième miroir parabolique, et le foyer de ce miroir, il est là. Ça c'est le miroir M1. Et vous prenez un deuxième miroir parabolique, alors vous laissez une ouverture quand même, donc l'objet il va se présenter comme ça, hein. C'est une sorte de soucoupe volante. Donc vous avez ici le... Donc là, voilà. Ça va se présenter comme ça. Et le miroir du bas, ici on aurait M1. Et là on aurait M2. Et bien si vous mettez un objet, alors je prends un objet, disons, voilà. Je l'ai fait en noir. Donc je prends un objet très simple, je prends un cube. Alors, et bien sûr, ce que j'ai pas précisé, c'est que le foyer F2', il est là. Et ça, c'est M2. Vous voyez, les foyers, je ne les mets pas n'importe comment. Alors, ce qui va se passer, c'est que, comme l'objet, il est quasiment au foyer du miroir M2,
l'image de cet objet va aller à l'infini. Et le miroir M1, ce qu'il va faire, c'est que cette image qui est à l'infini, il va la renvoyer en F1'. Donc dit simplement, donc vous avez l'objet. Par M1, vous allez avoir une image intermédiaire à l'infini. Ou quasiment à l'infini. Alors pourquoi je dis quasiment à l'infini? C'est que les parties de l'objet qui ne sont pas exactement au foyer, eh ben, ça ne va pas donner une image exactement à l'infini. Donc, ou quasiment à l'infini. Et par le miroir M2, ça va donner une image de l'objet autour de F1'. Alors je me suis trompé. Ça c'est ici c'est pas le miroir M1 mais c'est le miroir M2. Voilà, donc au départ c'est le miroir M2 qui, donc du coup j'aurais peut-être dû les numéroter dans l'autre sens, bon c'est pas grave. Et l'image elle se forme ici. Alors on pourrait montrer que l'objet il a exactement la même taille et la même épaisseur. Ça c'est important pour que ça marche. C'est-à-dire que, alors du coup là c'est pas très bien fait. Il faut que je le fasse un petit peu plus petit. Voilà, j'ai refait le schéma. Et donc ça c'est l'image finale. Et donc ce qui est très important, c'est que l'image finale a la même hauteur, la même largeur, même épaisseur. Donc c'est vraiment que l'objet initial. Donc ça c'est important. Donc l'image finale a exactement les mêmes dimensions. Que l'objet initial. Donc je vais pas faire le calcul parce que c'est que du calcul. On va admettre le résultat. Hein. On pourrait le montrer, je pourrais le faire, mais allez, je vous balance le résultat. L'image finale a exactement les mêmes dimensions que l'objet initial, donc c'est en largeur, hauteur, profondeur. Et donc quand vous regardez ce truc-là, donc vous qui êtes à l'extérieur, vous regardez ce truc-là, vous avez vraiment l'impression que l'objet il est à ce niveau-là. Il est à ce niveau-là. Vous avez vraiment cette impression-là, et donc ça fait une impression d'hologramme, parce que quand vous essayez de toucher l'objet, bah, évidemment il n'y a rien. Hein, c'est juste une image. Et donc ça, normalement si c'est bien fait, c'est un peu bluffant comme truc. Alors c'est pas un hologramme, hein, c'est juste de la bête optique géométrique, mais il se trouve que ça marche bien. Alors pour les systèmes, s'ils sont bien conçus, on va positionner, on va mettre un cache ici, avec un éclairage, pour qu'on puisse pas voir directement l'objet, pour que l'effet soit un peu plus convaincant. Donc il faut regarder un petit peu sur le côté et en fait on va voir l'image et on a vraiment l'impression que l'objet est au niveau de l'ouverture. Donc on peut mettre des petits objets, une pièce de monnaie ou je ne sais quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cet exercice et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.